Imaginez que vous êtes sur un terrain de basket. Un joueur star vient de marquer 3 paniers d'affilée. Les commentateurs s'exclament qu'il a la main chaude, qu'il est dans une zone de réussite absolue. On se dit naturellement qu'il faut lui donner le ballon pour le prochain tir. Mais la science nous dit autre chose. Des études statistiques montrent que souvent, après avoir réussi plusieurs tirs, un joueur a en réalité moins de chances de réussir le suivant. Pourquoi ? Parce que l'adversaire n'est pas passif. La défense va se concentrer sur lui, le presser, le doubler, ce qui fait chuter son efficacité personnelle tout en libérant ses coéquipiers. Voilà l'essence même de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue dans l'univers de la pensée stratégique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un monument de la théorie des jeux, l'ouvrage Thinking Strategically d'Avinash Dixit et Barry Nilbuff. Ce livre nous apprend une chose fondamentale. Dans la vie, vous n'agissez jamais dans le vide. Vous êtes entouré de décideurs actifs dont les choix interagissent avec les vôtres. Que vous soyez un manager, un parent, un politicien ou même un athlète, votre succès dépend de votre capacité à anticiper les réactions des autres. Nous allons transformer ensemble votre intuition en une méthode scientifique pour prendre de meilleures décisions. Commençons par une distinction cruciale. Il existe 2 types d'interactions stratégiques, les jeux séquentiels et les jeux simultanés. Dans un jeu séquentiel, les joueurs agissent à tour de rôle, comme aux échecs. Votre défi est alors de regarder vers l'avenir pour déterminer votre action présente. C'est ici qu'intervient la première grande règle de la stratégie, regarder vers l'avant et raisonner à l'envers. Prenez l'exemple célèbre de Charlie Brown dans la bande dessinée Peanuts. Lucy tient un ballon de football américain au sol et invite Charlie à courir pour shooter dedans. À chaque fois, au dernier moment, elle retire le ballon et Charlie finit sur le dos. Pourquoi Charlie Brown échoue-t-il systématiquement ? Parce qu'il ne raisonne pas à l'envers. S'il regardait l'étape finale du jeu, il verrait que l'intérêt de Lucy est de le voir tomber. En anticipant cette réponse future, il devrait conclure que sa meilleure décision présente est tout simplement de refuser de jouer. Cela semble évident, mais combien d'entre nous s'engagent dans des projets ou des négociations sans avoir cartographié les réponses probables de leurs partenaires ? Pour maîtriser cette vision, les auteurs nous suggèrent d'utiliser des arbres de décision. Vous visualisez chaque nœud comme un choix et chaque branche comme une conséquence. En remontant de la fin vers le début, vous éliminez les chemins qui mènent à un échec. C'est ce qu'on appelle l'élagage de l'arbre. C'est ainsi que les experts en voile lors de la Coupe de l'América utilisent la stratégie du singe. Si vous menez la course, votre meilleure option est souvent de copier exactement les manœuvres de celui qui vous suit. Pourquoi prendre le risque d'une trajectoire différente ? En imitant l'autre, vous garantissez que, quel que soit le vent, vous resterez devant lui. Dans ce contexte, la créativité est l'ennemi du leader, alors qu'elle est l'unique chance du second. Passons maintenant au 2e type d'interaction, les jeux simultanés. Ici, personne ne sait ce que l'autre va faire au moment de décider. Pensez aux éditeurs de Time Magazine et de Newsweek qui choisissent leur couverture en même temps chaque semaine. Ils ne peuvent pas voir la décision de l'autre, ils doivent donc voir à travers la stratégie de l'autre. Pour naviguer dans ce brouillard, nous avons besoin de 2 concepts clés, la stratégie dominante et l'équilibre. Une stratégie dominante, c'est un choix qui est meilleur pour vous, peu importe ce que fait votre adversaire. Si vous en avez une, la règle est simple, utilisez-la sans hésiter. Ne perdez pas de temps à essayer de deviner le mouvement de l'autre si, dans tous les cas, votre décision reste la même. À l'inverse, si vous n'avez pas de stratégie dominante, mais que votre rival en a une, vous pouvez être certain qu'il l'utilisera. Votre rôle est alors d'anticiper ce mouvement prévisible et de choisir votre meilleure réponse en conséquence. Mais que se passe-t-il quand personne n'est de stratégie dominante ? C'est là que nous cherchons ce que les mathématiciens appellent l'équilibre de Nash. C'est une situation où chaque joueur a choisi la meilleure réponse possible à la stratégie de l'autre. Personne n'a intérêt à changer de tactique unilatéralement, c'est le point de stabilité. Pensez au côté de la route sur lequel nous conduisons. Que ce soit à droite ou à gauche, l'important est que nous soyons tous d'accord. Si tout le monde roule à droite, votre meilleur choix est de rouler à droite. C'est un équilibre de convention. Cependant, il existe un piège célèbre où la poursuite de l'intérêt individuel mène au désastre, le dilemme du prisonnier. C'est peut-être le concept le plus important de la stratégie moderne. Imaginez 2 complices arrêtés par la police. S'ils se taisent tous les 2, ils s'en sortent avec une peine légère, mais la police propose à chacun de trahir l'autre pour être libéré.
Individuellement, la trahison est la stratégie dominante, mais si les deux trahissent, ils écopent tous les deux d'une peine lourde. On retrouve ce dilemme partout, dans les guerres de prix entre entreprises, dans la course aux armements nucléaires ou même dans le cartel de l'OPEP pour le pétrole. Chaque pays veut que le prix soit élevé, mais chacun est tenté de produire un peu plus en secret pour s'enrichir. Si tout le monde triche, le prix s'effondre et tout le monde perd. Comment sortir de ce cercle vicieux? La réponse tient à un mot, la répétition. Si vous ne jouez qu'une seule fois, la trahison est inévitable. Mais si vous jouez de façon répétée, comme dans une relation commerciale ou diplomatique à long terme, la possibilité de punition apparaît. On découvre alors la puissance de la stratégie tit for tat ou un rendu pour un prêt. On commence par coopérer, puis on imite simplement le comportement précédent de l'autre. C'est une stratégie claire, gentille car elle ne trahit jamais en premier, mais provocable car elle punit immédiatement la triche, et enfin pardonnante car elle revient à la coopération dès que l'autre le fait. C'est ainsi que la confiance se construit scientifiquement, non pas par naïveté, mais par la mise en place d'un système de conséquences prévisibles. Mais attention, le tit for tat a une faille, les malentendus. Si vous interprétez mal un geste de l'autre comme une trahison, alors que c'était une erreur, vous entrez dans une spirale de vendetta sans fin. Dans le monde réel, il faut donc apprendre à être un peu plus généreux et à ne pas punir chaque petite déviance immédiatement, tout en restant ferme sur le long terme. Abordons enfin un aspect fascinant de la stratégie, les mouvements stratégiques. Parfois, pour gagner, il faut délibérément limiter ses propres options. Cela semble intuitif, n'est-ce pas? On nous dit toujours de garder nos portes ouvertes, mais en stratégie, la liberté est parfois une faiblesse. Prenez l'exemple de Charlie de Gaulle, sa puissance dans les négociations internationales venait souvent de son intransigeance absolue. En se plaçant dans une position où il ne pouvait physiquement ou politiquement pas reculer, il forçait les autres à s'adapter à lui. Si vous brûlez vos bassins derrière vous après avoir débarqué sur une île, comme le faisaient certains conquérants, vous envoyez un message clair à votre armée et à l'ennemi, vous ne pouvez pas battre en retraite, vous vous battez pour la victoire ou vous mourrez. Cette réduction de vos options augmente votre crédibilité et peut forcer l'adversaire à abandonner sans combattre. Il existe 3 types de mouvements stratégiques, les engagements inconditionnels, les menaces et les promesses. Un engagement inconditionnel, c'est quand vous annoncez votre mouvement à l'avance et que vous le rendez irréversible. Une menace, c'est une règle de réponse qui dit « si tu fais cela, je te punirai, même si cela me coûte cher aussi ». Une promesse est l'inverse « si tu coopères, je te récompenserai ». Le défi de ces mouvements est la crédibilité. Une menace que vous n'avez aucun intérêt à mettre en exécution est une menace vide. Tout le monde sait qu'au dernier moment, vous préférez peut-être ne pas souffrir. Pour qu'une menace fonctionne, elle doit être automatique. C'est l'idée du dispositif de l'Apocalypse dans le film Docteur Folamour ou de la stratégie de la terre brûlée utilisée par Staline contre les nazis. En détruisant ses propres ressources, Staline rendait toute invasion inutile pour l'ennemi. C'était terrible, mais stratégiquement efficace. Pour rendre une promesse ou une menace crédible, vous pouvez engager votre réputation, utiliser des contrats avec des pénalités automatiques ou même déléguer la décision à une machine ou à un tiers qui n'a pas d'émotion. En entreprise, les garanties de prix bas où le magasin s'engage à vous rembourser 2 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs sont des outils géniaux. Elles ont l'air très compétitives, mais elles servent en fait à discipliner le marché. Si chaque concurrent sait que toute baisse de prix sera immédiatement égalée par les autres grâce aux clients qui servent un formateur, alors personne n'a intérêt à baisser ses prix. Le résultat, les prix restent élevés pour tout le monde. C'est une forme de collusion déguisée en service client. En résumé, que devons-nous retenir de cette exploration? La pensée stratégique n'est pas une recette magique, c'est un cadre mental. Elle repose sur 4 piliers. D'abord, anticiper les réactions des autres en raisonnant à l'envers. Ensuite, identifiez vos stratégies dominantes pour simplifier vos choix. Troisièmement, cherchez les points d'équilibre pour comprendre où le jeu va naturellement se stabiliser. Et enfin, utilisez des engagements crédibles pour influencer les attentes de vos partenaires ou adversaires. La science de la stratégie nous apprend que nous sommes tous liés les uns aux autres. Nos décisions forment une toile complexe où la rationalité individuelle peut parfois mener à la folie collective, mais où une compréhension fine des mécanismes nous permettra de construire une coopération durable. En refermant ce chapitre, rappelez-vous que la prochaine fois que vous ferez face à un dilemme, qu'il soit professionnel ou personnel, ne vous demandez pas seulement ce qui est bon pour vous, demandez-vous ce que l'autre pense que vous allez faire et ce qu'il fera en conséquence.
Devenez le maître du jeu plutôt qu'un simple pion sur l'échiquier. La stratégie est un art, mais ses fondations sont une science que vous possédez désormais entre vos mains. À vous de jouer.